À l'instant, Nicolas Maduro, mon cher Vincent, plaide non coupable devant un tribunal de New York. L'actualité s'écrit en direct dans notre émission. Il y a été conduit manu militari après une opération millimétrée de l'armée américaine menée par les Delta Force. Monsieur Maduro a plusieurs chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Vincent Hervouet, trafic de drogue, détention d'armes automatiques. Il se dit non coupable. Il va falloir maintenant prouver sa culpabilité. À vrai dire, j'ai pas souvenir qu'il y ait un narcotrafiquant qui ait plaidé coupable dans quelques pays que ce soit, sauf si ça a dû arriver au Mexique notamment. Mais évidemment, il va falloir prouver toutes ces accusations dont on lui fait reproche depuis si longtemps, notamment aux États-Unis. Ça a été mis à prix depuis très longtemps. Je rappelle quand même qu'il a deux neveux. Ephraim et Frankie Flores, les neveux de son épouse, qui elle-même est détenue, qui a d'ailleurs totalement disparu des radars depuis 48 heures. On cherche la femme dans cette histoire. Et ces deux neveux ont été condamnés il y a déjà une dizaine d'années. Ils avaient dénoncé d'ailleurs largement tous leurs complices. Et ils ont été condamnés à des dizaines d'années de prison aux États-Unis pour effectivement trafic de drogue. Ils avaient essayé d'importer 800 kilos de cocaïne. Et depuis cette époque, effectivement, les Américains ont dressé une sorte de liste maudite de trafiquants et de dirigeants vénézuéliens. L'idée étant que le cartel auquel ils appartenaient, le cartel du Soleil, est totalement intégré dans l'appareil d'État. Et c'est-à-dire que ce sont, un peu comme en Syrie il y a quelques années, ce sont les militaires au pouvoir, tenant l'appareil d'État, qui ont poussé, qui ont pris le pas sur les narcos et qui eux-mêmes fournissent, écoulent la drogue colombienne. Ça reste à prouver. Pourquoi ? Donc bon courage aux juges pour le démontrer quand même. Un juge, Louis Dornel, dont vous disiez qu'il n'est pas forcément trumpiste, aligné sur les idées de Donald Trump. C'est un juge de 92 ans. D'accord. Il faut quand même rappeler son âge. Donc c'est le juge fédéral de New York qui, à plusieurs reprises, a rappelé à l'ordre Donald Trump, notamment sur sa politique migratoire. Il avait été nommé par Bill Clinton en 1998. Et alors, ça peut être intéressant de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui à plusieurs reprises s'est intéressé à des dossiers à la fois de corruption et de narcotrafic en lien avec le Venezuela. Donc c'est un juge qui est censé avoir une connaissance de ce sujet-là et de ce domaine-là. Donc voilà, donc c'est à lui que reviendra la responsabilité de collecter toutes les preuves, effectivement, dont parle Vincent. Henri Guénaud, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès, à part une déclaration de culpabilité, enfin une condamnation ? De toute façon, il a été arrêté, puisque c'est le terme qui a été employé, pas officiel, c'était pas les mots de Donald Trump, mais il a été arrêté et exfiltré du Venezuela pour être condamné. Bon, donc je n'imagine pas un instant qu'il ressorte libre de sa prison. Il ne le soit pas. Okay. C'est, quel que soit l'avis du juge, je pense qu'on va trouver. Maintenant, je trouve qu'on discute de tout ça comme si c'était normal. Et pour vous, ce n'est pas normal ? C'est une situation normale. Ah bah, très bien, on n'a qu'à... Chaque fois qu'il y a un chef d'État qui ne vous plaît pas, ou qui est accusé ou soupçonné de... Mais on n'a qu'à aller l'arrêter. On envoie des parachutistes, des hélicoptères, des bombes, et puis voilà. Enfin, je veux dire, on se fabrique un monde extraordinaire. Ce n'est pas la première fois. Les Américains avaient fait la même chose avec Noriega, mais c'était un petit peu différent. Voilà, c'est pas la première fois, ça donne c'était le même jour, le 3 janvier. Pareillement. Sale temps pour les tyrans. Le 3 janvier, c'est une bonne date pour la Maison-Blanche. Parce qu'ils avaient aussi, le 3 janvier, ça c'était Donald Trump, éliminé le numéro 2 de la République islamique d'Iran d'un coup de missile bien ajusté, en transformant en chaleur et lumière donc le général Soleimani, qui était le chef des gardiens de la Révolution. Mais la grande différence avec Noriega, c'est que là, il y a... moi, je me rappelle bien de l'opération Juste Cause, pour cause d'ailleurs. Je suis allé sur place, et à l'époque, il y avait eu des combats. Noriega était un voyou que tout le monde connaissait pour tel. C'était parfaitement documenté la façon dont il avait accumulé une fortune considérable, notamment en France. Sa fille était consul à Marseille. Et François Mitterrand, vous vous souvenez de François Mitterrand ? François Mitterrand lui avait accroché la cravate de commandant de la Légion d'honneur un an avant que les Américains lui règlent son compte.
Et d'ailleurs, la France n'avait pas condamné l'opération, cherchant sans doute à rattraper les pots cassés. La France n'avait pas condamné. Mais à l'époque, il y avait eu des combats. Il y avait eu une formidable armada qui avait déboulé sur le petit Panama, qui a un intérêt stratégique à cause du canal. C'est pas le pétrole, c'est le canal. Et là, les Américains avaient mis... Il y a eu des centaines, pour pas dire des milliers de morts à l'époque. Là, dans l'opération, l'arrestation et l'exfiltration... Zéro mort, zéro blessé. C'est une opération qui est très étrange. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Il va falloir qu'on me démontre qu'il a vraiment été arrêté contre son gré. Il est évident qu'il a été trahi. Il a été livré, sans doute, par son entourage. Et c'est sans doute... Il a beaucoup de chances d'échapper à la mort. Il aurait dû finir comme Kadhafi, comme Ben Laden, comme tous les ennemis, les ennemis numéro 1 de l'Amérique. Il avait, ou comme les Ceausescu, comme le couple Ceausescu. Vous vous rappelez la fuite soudaine, l'hélico, le jugement expéditif et fusillé au fond de la cour par des gens manipulés par le KGB. La fausse révolution qui cachait un coup d'État. Et bien là, on a la fausse intervention qui cache une révolution de palais. Louis Dragnel, mais Vincent, on a des éléments sur ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a eu des échanges entre Nicolas Maduro et l'administration Trump dans les heures qui ont précédé. Et même Nicolas Maduro aurait demandé, c'est la presse américaine qui le dit, 200 millions de dollars et la vie sauve. Mais en revanche, il voulait ce qu'il souhaitait aussi, c'était pouvoir partir en Russie. Et Donald Trump aurait refusé le départ en Russie, lui aurait dit « t'auras la vie sauve, ta femme aussi, mais tu seras arrêté ». Et par ailleurs, on sait, puisque c'est Marco Rubio qui l'a expliqué, que lui était déjà en conversation, en discussion avec celle qui fait office de présidente par intérim du Venezuela, la vice-présidente, et qui échange très régulièrement avec Marco Rubio. Et ce qui était presque, pas drôle, mais qui manquait pas de se pincer, c'est que quand on voyait ce que déclarait la vice-présidente juste après l'arrestation de Nicolas Maduro, elle s'exprimait au peuple vénézuélien, elle disait je réclame la libération de Nicolas Maduro, c'est injuste et tout ce que vous voulez. Et dans le même temps, elle parle avec Marco Rubio pour lui expliquer qu'il n'y a aucun problème pour travailler avec lui et que le Venezuela sera très coopérant. Pardon. Vincent, allez-y. Non, c'est que Delcy Rodriguez, on sait qu'au mois d'octobre, donc il y a 3 mois de cela, elle a cherché à négocier avec les Américains, elle a trouvé des intermédiaires au Qatar. Ça a été raconté par Miami Herald, qui est un excellent journal pour tout ce qui concerne l'Amérique latine, et par l'agence EPI, qui avait des sources au Qatar, qui l'ont étayé. Et donc, en octobre, ce qu'elle voulait, c'est négocier. Et ce qu'elle négociait, ce qu'elle proposait, c'est d'échanger Maduro contre la survie du régime. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a qu'un seul trafiquant. Vous avez remarqué, il n'y en a que 2 trafiquants qui sont aujourd'hui dans l'escarcelle. C'est le couple. C'est le couple. Par contre, il y a l'armée... le chef d'état-major des armées reste le même, bien sûr. Les milices, les collectivos, parce qu'ils n'ont pas bougé. Et les frontières sont contrôlées. Les seuls qui soient battus, c'est les Cubains, c'est qui ont été exécutés du corps. Et qui ont été taillés sur place, en pièces, qui étaient les gardes du corps, effectivement. 18h30 sur CNews et Europe 1, on continue à évoquer cette situation avec Nicolas Maduro. Merci Isabelle Pibolo. Nicolas Maduro plaide non coupable devant le tribunal de New York. Je suis toujours le président de mon pays, a-t-il dit il y a quelques instants. Je suis innocent, je ne suis pas coupable, a-t-il répété Éric Revel. On va voir maintenant les conséquences, parce qu'il y a cette arrestation, puis le signal qu'envoie Donald Trump au monde entier. Bah oui, il y a le signal. Il y a déjà un signal très précis sur Cuba. Je serai le président Manuel Diaz-Canel, qui est un ancien militant communiste qui a succédé au frère Castro, et je commencerai à me faire des cheveux blancs, si j'ose dire, parce qu'il est concrètement sur la liste. En plus, le Venezuela, en termes d'énergie, alimentait avec le Mexique, Cuba. C'est une île qui est déjà par terre, qui n'a plus de moyens, donc peut-être que Trump attend qu'il tombe comme un fruit mûr, mais clairement, Rubio a dit, lors de la conférence de presse de dimanche, que c'était le prochain pays qui devait tomber. On pense aussi au Groenland. Alors, on va en parler tout à l'heure du Groenland. Voilà. Quand même, un mot. Finalement, Henri Guénaud, Trump ne réanime que violemment et brutalement la doctrine Monroe. James Monroe, 1823, relancé d'ailleurs, régénéré cette doctrine par Theodore Roosevelt le premier. Mais où j'ai pas bien compris, Henri Guénaud, ce que vous disiez, c'est que vous disiez, mais en fait, bien sûr qu'on piétine le droit international. Il suffit qu'un président ne nous plaise pas pour le changer. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on a fait ça très souvent, à l'époque de la France-Afrique, par exemple, en Afrique ? Alors, Henri Guénaud. Oui. Alors, d'abord,
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, ça c'est clair. Voilà. Sauf que ça déchire le rideau de nos illusions, c'est-à-dire on avait fini par se convaincre nous avions fini par nous convaincre, nous les Occidentaux, que le monde avait changé, qu'il avait adopté nos valeurs et que nous-mêmes, nous avions changé. Or, quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé depuis 1990, nous n'avons pas changé, nous avons appliqué le droit international quand ça nous arrangeait, voilà. Nous n'avons pas appliqué quand ça ne nous arrangeait pas. Et ce que fait Trump, évidemment, n'a rien de nouveau. Bon. Alors, on peut rappeler la doctrine Monroe, 1923. Le plus important, c'est 1903, c'est la politique du gros bâton de Theodore Roosevelt, parce que dans la doctrine Monroe, il n'y a pas de dimension interventionniste. Ce sont nos affaires, ce n'est pas les affaires des Européens ou du reste du monde, mais à partir de 1903, c'est vraiment une doctrine bien établie de l'intervention quand un régime met en cause la stabilité du continent, crée des problèmes de sécurité, et ça va être appliqué constamment par tous les présidents américains, à l'exception d'un seul, qui est Franklin Roosevelt. Okay. Voilà. Mais tous les autres, y compris Wilson, idéaliste, etc. Bon, aujourd'hui, ça change tout, Henri Guénaud. Aujourd'hui, ça change tout, parce que le signal qu'il envoie Donald Trump au monde entier, à la Russie, à la Chine, il est très clair. Ce qui vient de se passer n'est pas pour autant anodin. Voilà. Ah oui. D'abord, la mise en scène juridique dont on vient de parler, elle n'est pas neutre. C'est-à-dire que c'est une chose d'organiser en sous-main des assassinats, des coups d'État, c'en est une autre de mettre en scène, comme les Américains aiment le faire, mais là ils viennent vraiment de le faire en grand, de mettre en scène ce qui vient de se passer, une arrestation avec un mandat d'un tribunal de New York, un président qu'on va chercher et qu'on juge comme un prévenu ordinaire. Voilà, d'abord, ça veut dire ouvertement, on assume que le droit international, ça n'existe pas. Alors, moi, je ne suis pas du tout un adepte du droit international. Je pense que c'est un alibi permanent. C'est ça. Voilà. Oui. Le droit sans la force, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à l'intérieur d'un pays, parce que dans un pays, il y a la force légitime ou la force de l'État. Dans les relations internationales, quand on emploie la force, c'est pas le droit, c'est le droit du plus fort. Enfin, voilà. Et donc là, on a affaire à c'est un pied de nez complet de tous ceux qui se servent du droit international sans arrêt pour faire des leçons au monde entier, en disant voilà. Mais avançons. La question du droit international. Ils le font partout, les Américains le font partout. L'extraterritorialité du droit américain, quand un cadre dirigeant d'Alstom passe sur votre territoire et que vous n'êtes pas d'accord sur la façon dont on traite le dossier Alstom, vous le mettez en tôle. Quand c'est un cadre chinois qui passe au Canada, on délivre un mandat d'arrêt, on le met en tôle. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais là, je trouve que cette mise en scène est tellement énorme qu'elle change quelque chose. C'est-à-dire qu'on déchire complètement le voile, on officialise ce qu'on critique depuis des mois de façon totalement, à mon avis, irrationnelle, hein, c'est déraisonnable, c'est-à-dire on officialise les zones d'influence, et même qui vont devenir plus que des zones d'influence, qui vont devenir des glacis, des zones de protection des grands empires. Voilà. Le Limes. C'est un nouveau Yalta auquel on assiste, Vincent Herouette. Pardon ? C'est un nouveau Yalta auquel on assiste ? Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Henri Guénaud, moi, parce que je trouve que vous parlez de l'ordre... Hein. D'accord. Ouais, allez-y. C'est un peu un principe. Oui, j'avais compris. En fait, vous êtes ma boussole. Quand vous indiquez le sud, Vincent indique le nord. Allez-y, Vincent Herouette. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas de n'importe quel chef d'État, ce n'est pas de n'importe quel pays. Le Venezuela... quand il se prétend président, il a toujours bourré les urnes, il a toujours volé la victoire et il se maintient. Ça fait maintenant un quart de siècle. Et c'est un facteur de désordre absolument extravagant. 8 millions de Vénézuéliens qui ont été obligés de s'enfuir pour ne pas crever de faim ont fabriqué dans les pays alentours un chaos. Vous avez eu par exemple l'élection le mois dernier au Chili d'un président se revendiquant de l'héritage de Pinochet, qui n'aurait jamais été élu s'il n'y avait pas eu une augmentation vertigineuse de la criminalité et de l'immigration vénézuélienne au nord du pays. Vous avez eu des pays... Non, franchement, le Nicaragua n'aurait jamais pris ce serait pas devenu une espèce de petite tyrannie tenue par un couple. Ce sont eux, à mon avis, qui sont désormais les plus fragiles dans le collimateur de Washington.
avant Cuba, parce que Cuba, ça fait quand même Bon. 70 ans. On va justement faire ça. On va faire une petite pause, Vincent, et puis on va se projeter sur à quel tour après, hein, quel pays ils sont visés. Il a évoqué Donald Trump, les pays de l'Amérique latine. Il a aussi parlé du Groenland. Et là, le Groenland, tout de suite, c'est beaucoup plus proche que nous. On fait une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Et vous l'aurez la réponse. À tout de suite.